En 1947, alors que le monde commençait à se reconstruire après la guerre, Qantas tenta ce qui était alors considéré comme la plus longue ligne commerciale de passagers de la planète, la Kangaroo Route reliant Sydney à Londres. Le trajet couvrait environ 21 000 km et durait 4 journées entières. Il nécessitait 7 escales distinctes dans des endroits comme Darwin, Singapour, Karachi, Le Caire et Tripoli. Les passagers dormaient dans des hôtels en cours de route. Les équipages se relayaient à plusieurs escales. Les calculs de carburant ne laissaient presque aucune marge pour un déroutement. Une seule panne mécanique au mauvais endroit pouvait immobiliser un avion pendant des jours. Depuis près de 8 décennies, l'industrie aéronautique mondiale a accepté une vérité douloureuse. L'Australie est trop éloignée de presque toutes les grandes économies de la planète pour être atteinte directement. Istanbul-Sydney représente environ 9300 miles. L'atteindre a toujours nécessité une escale. La géographie l'emporte toujours. Désormais, d'ici la fin de 2027, Turkish Airlines prévoit de lancer un service sans escale entre Istanbul et Sydney à l'aide d'appareils Airbus A350 000 spécialement configurés. Le vol durera jusqu'à 19 heures. Il deviendra la plus longue ligne de l'histoire de Turkish Airlines. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Turkish a commandé 15 A350 000 et seuls 8 d'entre eux devraient être de la variante à très long rayon d'action. 8 appareils ne menaceront pas Emirates. 8 appareils n'entameront pas l'emprise de Qatar Airways sur le corridor Doha-Sydney. 8 appareils peuvent, de façon réaliste, desservir seulement 2 ou 3 paires de villes quotidiennes avec une résilience opérationnelle limitée. Pourtant, chaque transporteur du Golfe et chaque correspondant d'Asie du Sud-Est observent cette commande avec inquiétude. Singapore Airlines, qui assure actuellement 140 vols hebdomadaires vers l'Australie, y prête une attention particulière. Alors, comment 8 appareils peuvent-ils défier des empires ? Pour comprendre pourquoi Turkish Airlines mise son avenir ultra-long courrier sur 8 appareils spécialement modifiés, il faut comprendre pourquoi l'Australie a toujours été la seule pièce qu'Istanbul n'a jamais vraiment pu absorber. Turkish Airlines a construit une compagnie aérienne capable de relier presque n'importe quel point de la planète à une exception près. Istanbul se trouve au carrefour de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Depuis un unique hub, Turkish Airlines dessert plus de 350 destinations. La compagnie dessert les Balkans, le Caucase, l'Asie centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, le Golfe et l'Amérique du Nord avec une efficacité extraordinaire. L'Australie a toujours fait figure d'exception. L'une des plus grandes villes du continent, Sydney, se situe à environ 14 900 km d'Istanbul. Cette distance a historiquement dépassé le rayon d'action commerciale pratique de tous les gros porteurs que Turkish a jamais exploités. La physique était impitoyable. Turkish Airlines s'est donc adaptée. La compagnie dessert Melbourne via Singapour. Elle dessert Sydney via Kuala Lumpur. Ces routes prouvent que Turkish Airlines prend l'Australie au sérieux. Elle donne à la compagnie un point d'ancrage sur l'un des marchés long courriers les plus hauts de gamme au monde. Mais un service avec une escale n'équivaut pas à une véritable connexion sans escale vers le hub. Une escale ajoute du temps, de la complexité opérationnelle, une dépendance à l'escale de ravitaillement, des complications pour les équipages et des frictions dans un aéroport intermédiaire que Turkish ne contrôle pas. La route actuelle prouve que Turkish veut l'Australie. La route sans escale prouverait que Turkish peut véritablement la conquérir. En 2023, Turkish Airlines a annoncé une commande Airbus comprenant 15 A350 000. Le président Murat Şeker a confirmé par la suite que 8 d'entre eux seraient la variante à très long rayon d'action, le même appareil que Qantas a sélectionné pour le projet Sunrise. C'est le détail qui transforme toute l'histoire. Turkish n'achète pas seulement de plus gros A350. La compagnie achète 8 appareils issus du même répertoire ultra long courrier que Qantas. Ce qu'Airbus a accepté de construire avec l'A350 000 ULR représente l'une des extensions de rayon d'action commerciale les plus ambitieuses de l'aviation moderne. L'A350 000 standard est déjà un appareil à long rayon d'action. La variante ULR rajoute un réservoir de carburant central arrière avec une capacité supplémentaire, ce qui étend le rayon d'action d'environ 1000 miles nautiques. Airbus le décrit comme l'avion de passagers au plus long rayon d'action au monde. Il est conçu pour permettre des liaisons sans escale de près de 10 000 milles nautiques et des durées allant jusqu'à 22 heures. Qantas est le client de lancement. Le projet Sunrise vise des vols sans escale de Sydney à Londres et de Sydney à New York.
Turkish reprend exactement cette même technologie et l'applique à un problème géographique entièrement différent. Qantas a besoin de l'ULR parce que l'Australie est loin de tout. Turkish veut l'ULR parce qu'Istanbul veut être proche de tout. Un seul A350 000 ULR ferait les gros titres. 8, c'est un plan de réseau. 8 appareils à très long rayon d'action suffisent à assurer un vol quotidien d'Istanbul à Sydney. Cela suffit pour ajouter un service sans escale vers Istanbul depuis Melbourne. Cela laisse de la marge pour des appareils de secours, les rotations de maintenance, la fiabilité des horaires et peut-être d'autres missions extrêmes vers l'Amérique du Sud. C'est une sous-flotte sérieuse, et non une expérience de prestige. Sydney est le marché aérien le plus important et le plus mondialement reconnu d'Australie. Il porte une forte demande d'affaires, des flux de voyages haut de gamme, du tourisme, un potentiel de fret et un prestige mondial. Pour Turkish, Sydney ne se résume pas aux passagers entre la Turquie et l'Australie. Il s'agit de connecter l'Australie au réseau plus vaste de Turkish à travers l'Europe, les Balkans, l'Asie centrale, le Caucase, le Moyen-Orient et l'Afrique. Melbourne compte pour d'autres raisons. Melbourne fut la première destination australienne de Turkish desservie via Singapour. La ville abrite l'une des plus grandes communautés d'origine turque d'Australie. La diaspora turque nourrit un trafic important de visites à des amis et à la famille. Melbourne prouve que le marché existe. Sydney prouve l'ambition. C'est pourquoi 8 ULR comptent plutôt que 2 ou 3. Un seul avion pourrait soutenir une liaison spectaculaire. 8 avions suggèrent que Turkish veut desservir les 2 portes d'entrée australiennes sans escale et veut la profondeur opérationnelle nécessaire pour les exploiter de manière fiable. Vient ensuite le problème le plus difficile. Le président turc Murat Şeker s'est montré remarquablement franc à ce sujet. L'aspect opérationnel des vols entre Istanbul et Sydney n'est pas vraiment le problème. L'avion peut être conçu pour effectuer le trajet. C'est sur le plan commercial que la liaison devient impitoyable. Sur les vols ultra long courriers, la question n'est pas seulement de savoir si l'avion peut y arriver. La question est de savoir ce qu'il doit laisser derrière lui pour y parvenir. Un vol de 19 ou 20 heures immobilise un avion pendant près de 2 journées entières lorsque l'on inclut le secteur retour, le repos de l'équipage, les fenêtres de maintenance et les marges de planification. Chaque rotation quotidienne entre Istanbul et Sydney nécessite environ 2 avions et demi pour fonctionner de manière fiable. Ajoutez Melbourne, et la sous-flotte de 8 appareils ULR est déjà en grande partie mobilisée. L'avion lui-même doit transporter des passagers, des bagages, du carburant, la restauration, l'équipage, des installations de repos pour l'équipage, des réserves réglementaires et, idéalement, du fret. Plus il transporte de carburant, plus il devient lourd. Plus il devient lourd, plus l'équation de la charge utile devient contraignante. C'est pourquoi Qantas a configuré ses A350 000 ULR du projet Sunrise avec seulement 238 sièges répartis sur 4 classes. 6 en première, 52 en affaires, 40 en économie premium et 140 en économie. L'avion est délibérément peu rempli pour optimiser l'autonomie. Turkish adopte une approche différente mais tout aussi révélatrice. Les A350 000 configurés en ULR devraient transporter 66 suites en classe affaires. Les A350 000 non-ULR de la même commande transporteraient, selon les rapports, 48 suites affaires. Cette différence est cruciale. Turkish Airlines ne prévoit pas de résoudre la liaison entre Istanbul et Sydney en remplissant l'avion de sièges en classe économique. Elle a besoin de revenus issus du segment premium. Les 66 suites en classe affaires ne relèvent pas seulement d'une décision de luxe. Elles font partie de la stratégie de survie de l'avion. Un vol de 19 heures est extraordinairement coûteux à exploiter. Il nécessite d'énormes quantités de carburant, des équipages renforcés, une planification complexe des temps de repos et peut être confronté à des limites strictes de charge marchande sur les secteurs les plus longs. La demande en classe économique à elle seule ne peut justifier la liaison. L'avion a besoin de passagers prêts à payer nettement plus pour supprimer entièrement l'escale. La classe affaires génère un revenu plus élevé par siège. Les voyageurs d'agrément aisés paieront pour le confort sur les secteurs extrêmes. Les contrats d'entreprise peuvent soutenir la demande. Les membres des programmes de fidélité apprécient le confort des vols sans escale. Si Turkish ne parvient pas à remplir l'avant de l'avion, l'arrière de l'avion ne sauvera pas la liaison. C'est aussi pourquoi Turkish a investi de manière agressive dans son produit haut de gamme. Lors du salon de l'aéronautique de Farnborough en 2024, la compagnie a dévoilé sa nouvelle suite de classe affaires Crystal, développée en interne par sa propre filiale,
TCI Aircraft Interiors. Le siège est doté d'une porte coulissante garantissant l'intimité, d'une largeur de 23 pouces, d'un lit entièrement plat pouvant atteindre 76 pouces de long, d'un écran de divertissement 4K de 22 pouces et d'un accès direct au couloir pour chaque passager. Sur un vol de 3 heures, la restauration peut porter l'expérience. Sur un vol de 19 heures, le siège devient le produit. Turkish a historiquement été salué pour sa restauration et son service au sol. Mais le très long courrier oblige les compagnies aériennes à rehausser le siège lui-même. La literie, l'intimité, l'expérience à bord, la conception de l'éclairage et le déroulement du service. Un produit médiocre devient impardonnable après plusieurs heures. La liaison vers Sydney n'est pas seulement une amélioration du réseau, c'est un examen de produit. Turkish ne cherche pas à remplacer le modèle australien existant à une seule escale pour tout le monde. Emirates continuera de transporter des millions de passagers via Dubaï. Qatar Airways continuera de dominer les correspondances par Doha. Singapore Airlines continuera d'opérer vers l'Australie. Ces transporteurs servent les passagers qui recherchent les tarifs les plus bas, les fréquences les plus élevées ou les programmes de fidélité les plus établis. Pas seulement en classe économique. Je parle aussi de la classe affaires et de la première classe. Ce que fait Turkish, c'est créer une nouvelle strate premium sans escale au-dessus des options existantes à une escale, sur un ensemble spécifique de flux où Istanbul constitue la porte d'entrée la plus judicieuse. Turkish n'a pas besoin de battre Emirates sur chaque flux entre l'Australie et l'Europe. Elle doit l'emporter sur les flux où Istanbul est la porte d'entrée la plus judicieuse. Pour un passager volant de Sydney vers Belgrade, Tbilissi, Tachkent, Bakou, Beyrouth, Addis Abeba ou des dizaines de villes européennes secondaires, Istanbul n'est pas qu'une option parmi tant d'autres. C'est souvent la correspondance unique la plus logique de la planète. Les transporteurs du Golfe acheminent ces passagers via Dubaï et ajoutent une deuxième escale. Les transporteurs asiatiques ne peuvent tout simplement pas desservir ces flux. Turkish peut proposer des trajets Sydney avec une seule escale vers de vastes régions de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie centrale, du Caucase et du Moyen-Orient. C'est là la valeur qu'apporte Istanbul et qu'aucun autre hub ne peut reproduire. Cette liaison ne concerne pas une seule paire de villes. Il s'agit de prouver qu'Istanbul a sa place dans la même conversation que Dubaï, Doha et Singapour. La plupart des concurrents ne peuvent pas reproduire cette stratégie immédiatement, même s'ils le voulaient. L'A350 000 ULR est une variante personnalisée. Les créneaux de commande sont limités et les carnets de livraison d'Airbus s'étendent déjà sur plusieurs années. Tout transporteur souhaitant rivaliser avec Turkish devrait négocier une configuration similaire, faire la queue derrière les clients existants et attendre des années avant la livraison. Les réglementations sur la fatigue des équipages représentent un autre obstacle. Les opérations ultra long courrier nécessitent de nouvelles règles de service, une planification d'équipage renforcée et une expérience opérationnelle que la plupart des compagnies aériennes ne possèdent pas. Il y a une courbe d'apprentissage. La géométrie des réseaux ne permet pas l'ultra long courrier depuis la plupart des hubs. La proposition de valeur du vol sans escale fonctionne mieux depuis des géographies isolées comme l'Australie ou depuis des hubs géographiquement riches comme Istanbul, qui peuvent agréger d'énormes flux de correspondances provenant de nombreuses directions différentes. Un vol sans escale entre Istanbul et Sydney élimine l'escale et chaque aéroport qui voulait être cette escale. Pourtant, chaque grand transporteur desservant l'Australie doit désormais tenir compte de ce que Turkish est en train de démontrer. Mais toute cette logique stratégique ne garantit pas que la ligne fonctionnera sur le plan financier. Il existe une sombre histoire d'échec de vol ultra long courrier que Turkish ne peut ignorer. Le cas le plus célèbre, c'est la liaison initiale de Singapore Airlines entre Singapour et Newark, lancée en 2004 avec l'Airbus A340-500. La compagnie avait configuré l'appareil avec seulement 100 sièges, l'entièreté en classe affaires. Lorsque les prix mondiaux du pétrole brut ont grimpé en flèche, l'énorme consommation de carburant du quadriréacteur de l'A340 a rendu la ligne non rentable. Le plus long vol du monde a été annulé en octobre 2013. Singapour n'a relancé la ligne qu'en 2018 avec l'A350-900 ULR, biréacteur économe en carburant, qui consomme environ 25% de carburant en moins que l'A340. Le danger, c'est que Turkish construise l'avion parfait pour une ligne qui ne soit toujours pas tout à fait rentable. La volatilité des prix du carburant constitue le plus grand risque. Une flambée durable des prix du kérosène pourrait faire passer la liaison Istanbul-Sydney d'une rentabilité marginale à une non-rentabilité permanente. Les contraintes de charge utile pour le fret sur les secteurs les plus longs pourraient limiter une source de revenus essentielle sur laquelle les transporteurs long courriers s'appuient traditionnellement.
Le programme A350 000 ULR de Qantas a déjà connu des retards. Reuters a rapporté que la première livraison à Qantas a été repoussée à avril 2027 en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le vol d'essai inaugural au départ de Toulouse a eu lieu en juin 2026, avec des tests des systèmes principaux et du réservoir de carburant central arrière. Le rêve australien de Turkish attend en partie derrière le projet Sunrise de Qantas. Sydney n'est pas non plus la seule ambition de Turkish. Le président Shekhar a ouvertement déclaré que la disponibilité des avions limitait la croissance plus large de la compagnie aérienne. Turkish souhaite augmenter ses fréquences vers Miami, Los Angeles et Chicago. Elle évalue de nouveaux marchés américains, notamment Orlando, Minneapolis et Philadelphie. Orlando offre une demande touristique en Floride au-delà de Miami. Minneapolis offre une grande agglomération du Nord avec un service direct limité vers la Turquie et le Moyen-Orient. Philadelphie offre une importante zone de chalandise sur la côte Est avec un trafic d'affaires solide ainsi qu'un trafic de visite à des amis et à la famille. La carte du réseau de Turkish est prête. Les chaînes d'assemblage ne le sont pas. Les 8 à 350 000 ULR constituent la version la plus extrême d'un plan de croissance des gros porteurs bien plus vaste. Turkish vise à exploiter environ 800 avions d'ici 2033, ce qui coïncide avec le 100e anniversaire de la compagnie. Chaque ULR affecté à Sydney est un avion non disponible pour une autre route à forte demande. Sydney fait les gros titres, mais le véritable problème de Turkish est plus important. La compagnie dispose de plus d'opportunités long courrier que d'avions pour les desservir. Le risque ne se limite pas à savoir si un vol vers Sydney fonctionne. Le risque est de savoir si Turkish peut trouver suffisamment de missions dignes de 8 avions à très long rayon d'action. La façon la plus claire de comprendre le pari de Turkish, c'est de le comparer directement à celui de Qantas. Les deux compagnies aériennes achètent essentiellement la même cellule. Toutes deux visent un lancement fin 2027. Toutes deux font face à des risques de certification et à des pressions sur la chaîne d'approvisionnement similaires. Mais leur intention stratégique est opposée. Qantas se sert de la 350 000 ULR pour surmonter l'isolement de l'Australie. L'appareil permet à Qantas de contourner entièrement les hubs intermédiaires en emmenant les passagers australiens directement à Londres et à New York. Le projet Sunrise pousse la logique du point à point jusqu'à son extrême. Turkish utilise le même appareil pour étendre un réseau en étoile. L'appareil permet à Turkish de canaliser les passagers de son immense réseau mondial à travers Istanbul et de les acheminer vers l'Australie en une seule correspondance. Qantas veut l'ULR pour échapper à la tyrannie de la distance. Turkish veut la 350 000 ULR pour rendre la distance sans importance par rapport à Istanbul. Le même appareil résolvant des problèmes géographiques opposés. C'est ce qui fait de ce moment un instant si singulier dans l'aviation commerciale. L'industrie aéronautique a toujours mesuré la force d'un hub par les fréquences, la taille de la flotte, les destinations et les volumes de correspondance. Turkish propose quelque chose de différent. La crédibilité d'un hub peut s'établir en atteignant les endroits que personne d'autre ne peut atteindre sans escale. La route Istanbul-Sydney ne remplace pas le modèle de connectivité existant vers l'Australie. Emirates ne disparaîtra pas. Qatar Airways ne s'effondrera pas. Singapore Airlines continuera d'exploiter le réseau le plus dense vers l'Australie. Les grands hubs de correspondance de Dubaï, Doha et Changi continueront de desservir la grande majorité des voyageurs. Mais Turkish crée quelque chose de nouveau. Une démonstration que, pour certains passagers premium sur certains flux, l'élimination de l'escale elle-même possède une valeur qui mérite qu'on la paie et qu'Istanbul dispose de la richesse géographique nécessaire pour rendre le modèle économique viable. Lorsque ces premiers passagers embarqueront à bord du vol inaugural reliant Istanbul à Sydney, ils accompliront un voyage qui aura nécessité des décennies d'ingénierie, de certification et de conviction commerciale pour devenir possible. 8 appareils, 2 portes d'entrée australiennes, des fréquences modestes, et la preuve que les changements les plus importants dans l'aviation ne requièrent parfois pas des centaines d'avions. Parfois, ils exigent de la conviction, de l'ingénierie sur mesure et la volonté de parier sur le fait que pouvoir atteindre le bout du monde sans escale revêt une valeur que le reste de l'industrie a sous-estimée. Turkish Airlines ne veut pas relier Istanbul à Sydney parce que c'est facile. Elle le veut parce que tout grand hub mondial doit, tôt ou tard, repousser les limites de ce que l'on croyait possible en élargissant son réseau de lignes au-delà des destinations habituelles. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?